Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette émission spéciale santé. Alors que le cancer reste une cause majeure de mortalité féminine, l'information se révèle être un moyen incontournable pour sauver des vies. Car mieux nous sommes informés, plus nous savons nous mettre à l'abri du danger. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ce que chaque femme doit savoir concernant le cancer. Santé d'abord est allée à la rencontre des femmes du grand marché d'Adaoulato où l'association IAO leur a donné rendez-vous pour une activité importante, le dépistage des cancers gynécologiques et la communication. Restez avec nous pour mieux comprendre, vous protéger et protéger celles qui vous sont chères. Chaque année dans le monde, et particulièrement au Togo, des milliers de femmes sont touchées par plusieurs types de cancers. Malheureusement, ces cancers leur ôtent souvent la vie. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'en 2022, plus de 900 000 nouveaux cas de cancer et plus de 580 000 décès causés par ces cancers ont été recensés au plan mondial. La maladie continue donc à poser un sérieux problème de santé publique et il est nécessaire que des actions urgentes soient prises pour freiner l'élan du mal. Pourtant, les cancers ne devaient pas être une fatalité puisque l'Organisation mondiale de la santé, l'État togolais et plusieurs partenaires sont engagés depuis plusieurs années dans la lutte contre ce mal. Nous brisons le tabou autour de cette maladie en invoquant les symptômes qui doivent alerter, l'urgence du dépistage et ce qui reste à faire pour soulager les peines de ces femmes qui se battent au quotidien avec ce mal. Santé d'abord s'est choisi comme cadre le grand marché d'Adaoulato où la population est invitée pour diverses actions de dépistage, de sensibilisation sur ces maladies qui constituent aujourd'hui, il faut le dire, un véritable drame. Et pour l'occasion, nous partageons ce panel avec trois invités. Professeur Mofou Bello, neurologue et président du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Professeur Bello, bonjour. Bonjour, madame. Pour votre perpétuelle disponibilité. Merci. Nous sommes également avec Dr Ingrid Kenyé, elle est gynécologue obstétricienne. Dr Kenyé, bonjour. Bonjour Madame Olive, comment vous allez? Je vais très bien. Un plaisir de vous avoir sur ce panel. Plaisir partagé. Et je vous présente notre troisième invité, Dr Bingo Umboche. Il est gynécologue obstétricien, chef service médical à l'ATBF et président du SGOT. Entendez par là, Société des gynécologues et obstétriciens du Togo. Je suis correcte, n'est-ce pas, Dr Umboche? Effectivement. Bonsoir. Bonsoir, Olive. J'espère que vous allez toujours bien. Oui, je vais bien. D'accord. Je vais également bien. Alors, Dr Umboche, lorsqu'on évoque la femme, la santé de la femme, et lorsqu'on parle du cancer concernant les femmes, quels sont ces types de cancers sur lesquels on doit mettre un accent particulier? Merci, Olive, pour l'occasion que vous nous donnez à cette date internationale pour parler, n'est-ce pas, donc, de ce cancer. Le cancer chez la femme peut occuper toutes les différentes parties. Mais les cancers les plus fréquents sont les cancers gynécologiques et mammaires. Parmi ces cancers gynécologiques et mammaires, nous avons au premier rang le cancer du sein. Au deuxième rang, le cancer du col de l'utérus. Au troisième rang, nous avons le cancer des ovaires. Et au quatrième rang, nous avons le cancer de l'endomètre. Tout en sachant que toutes les autres parties de l'appareil génital féminin peuvent être sièges de cancer. Et nous saisissons cette occasion pour remercier encore la TVT pour tout ce qu'elle fait en matière de sensibilisation. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, qui constituent les grands cancers qui déciment nos mamans, nos filles aujourd'hui. Et professeur Bello, vous allez nous situer un tout petit peu sur les chiffres lorsqu'on évoque ces deux types de cancers qui sont les grands cancers qui tuent les femmes. Quelle est la situation au Togo?
Bon, la situation au Togo est en train d'être étudiée. Je m'en vais parler dans ce sens du registre du cancer qui est mis en place à Lomé depuis 2017 et qui, l'année dernière, a été mis en place également à Kara. Et donc, ça nous permet d'enregistrer les cas féminins et en général. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le cancer féminin. Mais au Togo, le cancer en général intéresse environ 6 000 personnes par an, selon le Globocan, qui est un institut qui met en place les tendances épidémiologiques sur les cancers en général. Et donc, quand on dit 6 000 cas, et ça intéresse aussi les femmes, 6 000 cas en général de cancer, masculin, féminin et chez les enfants aussi. Et donc, chez les femmes, nous avons pour les cancers féminins environ 1 700 à 2 000 cas par an. Nouveaux cas chaque année. Chaque année. Et donc, entendons-nous bien que c'est un drame. Et la plupart de ces cancers sont dépistés au stade tardif, au stade de complication. Et donc, la prise en charge devient très difficile. Difficile en termes d'accessibilité aux soins, en termes d'achat des médicaments antimitotiques pour faire la chimiothérapie et en termes de radiothérapie. Et c'est la mort qui s'ensuit après. Et ce qui nous réunit ici, c'est de sensibiliser nos femmes sur les facteurs de risque des cancers et sur le dépistage précoce afin d'aller dans les structures de santé. Voilà ce que je peux dire. Mais je tiens également, comme le docteur Mortier, à féliciter la TVT et votre association pour ce qu'elles font dans le domaine de la sensibilisation des maladies en général et des maladies non transmissibles en particulier. Merci bien, professeur. Alors, docteur Kenye, lorsqu'on vient d'écouter le professeur Bello nous expliquer un peu la situation épidémiologique, si on peut le dire ainsi, du cancer au Togo. Alors, en écoutant le professeur Bello, on comprend qu'il y a des facteurs de risque de survenue du cancer. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur ces facteurs de risque? Merci beaucoup, Madame Olive. Alors, si on veut parler des facteurs de risque en matière de cancer, c'est bien quand même de séparer. Parce que les facteurs de risque, par exemple, au niveau du cancer du sein, ne sont pas forcément les mêmes facteurs au niveau du cancer du col de l'utérus. Lorsque je prends le cancer du sein, nous avons deux grands groupes. Nous avons des facteurs de risque modifiables et des facteurs de risque non modifiables. Modifiable, c'est-à-dire l'homme peut agir sur ces facteurs-là. Et en premier plan, c'est le mode de vie. Qu'est-ce que je mange? Actuellement, on mange beaucoup de pesticides, on mange beaucoup d'aliments transformés, on consomme des aliments avec des perturbateurs endocriniens, ce qui fait qu'on a quoi? On a une flambée des cas de cancer due à l'occidentalisation du mode de vie en Afrique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'utilisation des contraceptifs d'urgence de manière répétée et non contrôlée. Parce que oui, malheureusement, nos petites sœurs ont pris ces contraceptifs-là pour en faire des bonbons et utilisent ça à tout bout de champ comme bon leur sang. Parce que oui, contraceptif d'urgence, vous parlez des pilules du lendemain. Voilà. On peut également mettre l'absence d'activité physique. Parce que le fait de rester sans faire du sport, on fait quoi? On condense les radicaux libres dans l'organisme et qui nous prédispose à faire, par exemple, un cancer. D'accord? Et puis, le stress. Lorsque je prends les facteurs de risque non modifiables, le simple fait d'être une femme nous prédispose à faire un cancer du sein. Également, le fait d'être un homme. Parce que dans la population des personnes qui ont un cancer du sein, les hommes représentent 1%. Donc, ce n'est pas une affaire d'hommes, une affaire de tout le monde. Il y a la notion de génétique. Parce que nous avons des familles à cancer du sein. La grand-maman avait fait le cancer du sein, la petite fille fait le cancer du sein. D'où la place de rechercher des gènes que nous appelons BRCA1 et BRCA2. Malheureusement, la disponibilité chez nous
c'est pas encore totalement acquise parce que le coût, on est environ à 600 000 francs. C'est pas tout le monde qui peut s'autoriser cela. Dans les pays occidentaux, lorsque je sais que dans ma famille, il y a des cancers du sein, je peux facilement rechercher ces gènes-là et pourquoi pas faire ce qu'on appelle une mastectomie préventive, c'est-à-dire enlever les seins. Et c'est ce que l'actrice Angelina Jolie avait fait. Nous avons également l'histoire gynécologique. Le fait d'avoir une puberté précoce et d'avoir une ménopause tardive, ces deux facteurs-là cumulés augmentent notre risque de faire un cancer du sein. Et puis, avant, on disait que les cancers du sein apparaissaient après 45 ans, mais actuellement, nous avons des jeunes filles à 25 ans qui ont un cancer du sein. Et puis, l'exposition, par exemple, aux radiations. Lorsque je prends le cancer du col de l'utérus, il y a une cause. La cause, c'est le Human Papilloma Virus, qui, lorsqu'on a des rapports sexuels non protégés, on est exposé au Human Papilloma Virus. Et là, c'est le lieu de féliciter le gouvernement pour la mise en place de la vaccination au Human Papilloma Virus, le multipartenariat, le fait de faire des infections génitales à répétition augmente le risque de faire le cancer du col. Lorsqu'on prend aussi le cancer de l'endomètre, là, c'est juste qu'à la ménopause, une femme qui remarque qu'elle a encore des saignements, lorsqu'on est déjà ménopausée, ça doit attirer notre attention et nous devons aller consulter. Maintenant, dans tout ça là, le mode de vie rassemble l'ensemble de ces facteurs. Merci bien, docteur Kenyé. Je retiens que le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. Et le vaccin, il est sans risque pour les jeunes filles, n'est-ce pas? Oui. Même à l'âge adulte. Non, dès qu'on a déjà eu une première activité sexuelle, c'est fini. Oui. Ce sont les jeunes filles vierges. Donc, ce vaccin qu'on applique ou qu'on injecte aux jeunes filles vierges n'a pas d'impact sur leur fertilité à l'âge adulte. Non. Alors, on dit aussi la consommation des aliments chauds dans des sachets plastiques nous exposerait aujourd'hui aussi au cancer. Est-ce que c'est vérifié? C'est une réalité. Dans les plastiques, il y a des substances chimiques. Et la chaleur permet de libérer ces substances-là qui vont passer dans l'aliment que nous allons consommer. Vous voyez? Donc oui, mettre de la bouillie dans des sachets plastiques, avaler la pâte dans le sachet plastique, acheter du riz, mettre dans le sachet plastique chaud, ça détériore notre santé. Et pour aller un peu plus loin, les bouillons de cube également ne sont pas bons pour la santé. Voilà. D'accord. Nous sommes appelés donc à faire attention à tous ces produits qui nous exposent. Professeur Bello, je reviens à vous. Malgré les campagnes de sensibilisation, tout ce qui est organisé par l'État et ses partenaires, les associations, la société civile, les chiffres ne cessent de grimper lorsqu'on évoque les cancers et surtout les cancers liés aux femmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce fait, professeur? C'est une belle question. La population augmente aussi. Et donc, les chiffres vont augmenter. Et lorsque vous observez un peu notre environnement, la pollution est là. Il y a les perturbateurs endocriniens. Il y a l'utilisation des pesticides qui avancent. Et puis, le fait d'avoir des activités sexuelles très tôt va faire le lit de l'infection au papillomavirus chez nos jeunes filles et donc faire augmenter les incidences de ces maladies. Mais la population de plus en plus est formée sur ces cancers, mais les chiffres ne freinent pas. Est-ce à dire qu'on ne fait pas bien la sensibilisation? Mais il faut que nous changions de comportement. Les gens écoutent sur place et le lendemain, ils vont faire le contraire. C'est difficile. D'où la nécessité d'aller sensibiliser nos enfants dans les établissements très tôt pour leur faire acquérir ce changement de comportement. Dans les établissements scolaires, vous voulez dire? Oui, très tôt. Et ça va permettre, 20 ans plus tard, d'avoir une incidence de ces maladies qui va baisser. Mais sensibiliser les adultes, c'est bien, mais c'est très difficile de faire changer le comportement d'un homme adulte. C'est difficile. Voilà ce que je veux dire. D'accord. Docteur Mboche, docteur Kenyé, là, a évoqué un tout petit peu les signes d'alerte. Lorsqu'on évoque, par exemple, le cancer de l'endomètre, elle a dit, lorsqu'une femme a des saignements au-delà de la ménopause, ça devait inquiéter. Alors, dites-nous, comment reconnaître, quels sont les signes d'alerte du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus? Quels sont ces signes qui doivent attirer notre attention? D'accord.
quand nous prenons d'abord le cancer du col de l'utérus, lorsque nous avons déjà les signes, c'est que le cancer est à un stade avancé. Et il faut noter que lorsque le col est infecté par le virus, il faut environ 15 à 20 ans que le cancer ne se développe. Vous voyez que ça nous donne quand même ce temps pour qu'on puisse le dépister tôt et le prendre en charge. Ça, c'est très capital parce que le cancer du col de l'utérus ne survient pas tout juste après l'infection à HPV. Donc, après l'infestation, il y a une évolution qui va aboutir à la longue au cancer. Et ça passe par ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Donc, lorsqu'on est au stade des lésions précancéreuses, on fait un traitement et on arrête l'évolution vers, n'est-ce pas, le cancer du col de l'utérus. Quelles sont les manifestations cliniques qu'on peut retrouver en cas donc, de cancer du col de l'utérus? C'est le saignement génital lors donc des toilettes intimes ou lors donc du coït. Une femme après une toilette intime, c'est vrai qu'on ne recommande pas cette toilette intime, mais certaines femmes, en pratique, lorsqu'elles constatent un saignement, ce n'est pas normal. Ou elles saignent après un rapport sexuel, ce n'est pas également normal. Il est important donc de venir en consultation. L'autre symptôme qu'on peut retrouver, c'est les saignements en dehors des règles. Cette femme qui a passé ses règles 3, 4, 6 jours, et voilà, après 2 semaines, elle se met à saigner. Ce n'est pas normal et il faut qu'elle aille à l'hôpital. Ou carrément, elle saigne tout le mois. Donc, il n'y a plus donc, de délimitation par rapport à son cycle mensuel. Donc, elle saigne à tout moment. Ça aussi, ce n'est pas normal. Ou on constate un écoulement liquidien, fétide, avec des odeurs au niveau donc, des parties intimes. Ça peut être, n'est-ce pas, un cancer du col de l'utérus. Parfois, ce sont des douleurs au bas-ventre ou peut-être des douleurs qui vont vers les membres pelviens. Ça peut être, n'est-ce pas, le cancer du col de l'utérus. Ou encore, elle urine avec du sang. Tous ces symptômes dont je viens donc de faire cas ne sont pas pathognomoniques du cancer du col de l'utérus. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsqu'on retrouve les signes, ça ne veut pas forcément dire que la femme a le cancer du col de l'utérus. Mais devant ces signes, il est important que la femme se rende donc dans une formation sanitaire pour qu'on l'explore, pour vraiment voir si ces signes sont reliés ou bien sont rattachés au cancer du col de l'utérus. Ça, c'est pour le cancer du col de l'utérus. Et je le dis encore, lorsqu'on a déjà ces symptômes, c'est que nous sommes à un stade très avancé. Et c'est pourquoi il ne faut pas qu'on en soit à ce stade-là. Concernant donc le cancer du sein, c'est une maladie grave aussi. Et toutes les manifestations, toutes les situations au niveau du sein peuvent être, n'est-ce pas, cancer du sein. Le fait donc de constater un grattage au niveau du sein, ça peut être le cancer du sein. Simple grattage. Le fait d'avoir un écoulement anormal au niveau du mamelon, ça peut également être cancer du sein. Le fait d'avoir une boule, ou parfois c'est des plaies. Et les boules, la boule peut être au niveau du sein ou au niveau des aisselles. Et c'est pourquoi lors de nos consultations, on apprend la femme à faire l'auto-examen des seins. Et dans l'auto-examen, il y a la palpation, l'autopalpation. Et donc, on enseigne cette dernière comment palper, s'auto-palper les seins. Et donc, lors de la palpation, si elle constate une boule au niveau du sein ou au niveau des aisselles, ça peut être cancer du sein. Parfois, il n'y a rien comme manifestation. Et donc, c'est pourquoi nous disons qu'à partir d'un certain âge, vu le rajeunissement du cancer dans notre contexte togolais, à partir d'un certain âge, il est important de faire la mammographie. Parce que la mammographie permettra donc de déceler le cancer à un stade infraclinique, c'est-à-dire que sans manifestation. Et lorsqu'on dépiste ce cancer à ce stade-là, ça permet, n'est-ce pas, de traiter et assurer la guérison totale. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux manifestations des différents cancers. Merci, docteur Mboche. Docteur Mboche l'a dit, professeur l'avait dit, quand les femmes arrivent chez vous en consultation, c'est qu'elles viennent déjà à un stade avancé de la maladie. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Pourtant, ça fait quand même plus de 10-15 ans qu'on sensibilise la population sur ce type de cancer. Est-ce que l'information ne passe pas? Est-ce une négligence de ces femmes? Qu'est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui pour sauver la vie de nos mamans? Okay. Je vais d'abord premièrement rejoindre ce que le professeur Bello a dit. Il y a eu résistance au changement, en fait. L'information passe, d'accord? On reçoit l'information, mais on se dit que ce qui arrive là, ça ne peut pas m'arriver. C'est une histoire des autres. Moi, je ne peux pas faire un cancer du sein, je ne peux pas faire un cancer du col. Donc, même quand j'aurai des petits bobos, je dis ça, c'est pas de cancer, je ne vais pas à l'hôpital. Deuxièmement, il y a les tabous socio-culturels. Les gens, jusqu'à actuellement, en 2026, disent que affaire de cancer, là, c'est la sorcellerie. C'est la grand-mère au village qui l'a ensorcelé, c'est ainsi de suite, c'est ainsi de suite. Donc, il y a encore les tabous socio-culturels qui persistent. Et il y a encore la mésinformation. Le message passe. Mais de quelle manière? On fait notre travail,
Mais il y a de ces personnes qui sont dirigées sur les réseaux sociaux en tant que médecin, en tant que sage-femme, et donnent une autre information aux femmes. Qui disent par exemple que consommer le citron va te faire guérir du cancer. Ou bien, entre autres, si tu viens chez moi, je te donne telle pommade, tu appliques, ça va partir. Vous voyez qu'il y a encore la mésinformation. Et finalement aussi, il y a aussi l'accessibilité. Parce que ce que nous faisons ici actuellement, une femme, par exemple, dans un village au nord, aurait bien envie d'avoir cette information, mais elle ne l'a pas. Donc, c'est de dire, comme le professeur l'a dit, d'aller vers les écoles, mais également d'aller vers les populations. On est venu vers les femmes ici à Siga, mais c'est très bien. Mais ça se dit, il faut aller aussi dans les villages à Tchévier, apporter cette information-là à ces femmes-là. Le travail est fait, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Maintenant, pour le cancer du col, si c'est une dame qui a 50 ans, qui avait déjà été exposée au human papillomavirus, c'est que quelque part, les carottes sont déjà jouées. C'est raison de se dire, il faut agir sur ces jeunes-là qui viennent maintenant. Quelle éducation en tant que parents nous donnons à nos enfants à la maison? Ou bien nous laissons nos enfants aller s'auto-éduquer dehors? Et on sait que quand l'éducation est faite dehors, ce n'est pas fait de la meilleure des manières. Donc, si on veut arriver à réduire l'incidence dans 10, 15, 20 ans, c'est de retourner aux enfants et de les faire grandir avec des bons comportements. Parce que pour les adultes, la résistance au changement, c'est vraiment un facteur sur lequel on pourrait peut-être agir. Parce qu'actuellement, tout le monde est sur TikTok. Si un influenceur se met à dire, ma ligne éditoriale pour un mois, c'est de parler sur le cancer du sein, peut-être on aura une meilleure audience, peut-être un changement. Ouais. Merci bien, docteur Kende. Professeur Bello est là. Mhm. Professeur Bello, en tant que responsable du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, il est là pour nous accompagner dans ce combat. Nous, communicateurs, nous sommes prêts. Nous sommes toujours aux côtés de la population pour leur apporter la bonne information. Professeur Bello, quel est aujourd'hui le coût humain, social et économique d'un cancer diagnostiqué tardivement? C'est une question qui fait pleurer. Parce qu'une femme victime d'un cancer à un stade tardif, tout s'écroule. Vous savez que c'est la femme qui tient l'économie de la famille, l'éducation des enfants. C'est la femme qui tient la maison. C'est la femme qui tient la communauté. Mais lorsque cette maladie survient, malheureusement, les ressources ne sont pas là pour accompagner vers les soins. Quand je dis les ressources, c'est les ressources financières et les ressources humaines. La femme se retrouve seule. Le mari doit sortir pour aller chercher de l'argent, pour faire tourner la maison, parce que ça manque à la maison. Et donc, cette femme est seule, avec ses douleurs. Maintenant, avoir accès aux soins aussi, c'est un problème. La couverture sanitaire se fait progressivement. Nous espérons que d'ici là, elle va prendre en compte ces maladies ce sont des maladies mortelles qu'on peut heureusement arrêter précocement. Et donc, comme vous le dites, socialement, c'est un drame, puisque la douleur va s'installer. La famille va vendre les biens. Et puis, après, maintenant, ce qui doit arriver, arrive. Et là, c'est un autre problème. Vous savez, notre culture, il faut faire les funérailles. Et nous allons enterrer notre argent, notre économie dans ce qui est déjà pourri. Ça veut dire que la personne qui est décédée est décédée. Et donc, nous allons mettre beaucoup d'argent là-dedans. On préfère mettre beaucoup d'argent dans la fin de vie que dans la santé de vie, pendant la vie. Donc, voyez. Et donc, nous devons réfléchir à ça. Et c'est ce que nous faisons là, à sensibiliser, pour faire changer les comportements. Et nous pouvons agir à partir des réseaux sociaux, comme elle le dit. Tout le monde a aujourd'hui un téléphone. Tout le monde a aujourd'hui TikTok. Nous sommes envahis par les réseaux sociaux. Nous sommes envahis par les autres chaînes. Et les gens préfèrent regarder ces chaînes. Et ce qui nous limite nos actions. Et que faire? Maintenant, c'est ça que nous faisons. Il faut aller vers la population, dans leur milieu. Aujourd'hui, nous sommes au grand marché. Peut-être demain,
par le biais de la TBF qui le fait, aller vers les populations dans leur communauté. C'est la seule politique maintenant qu'on peut adopter en attendant d'assainir les pollueurs au niveau des réseaux sociaux. Au niveau du ministère de la Santé, aujourd'hui aussi, il y a des, je vais dire, des cliniques mobiles et qui sont là pour accompagner les acteurs humanitaires comme la TBF et aller sur le terrain. Et si nous avons cette chance d'avoir ces cliniques mobiles-là au niveau de chaque région et que nous laissons les régions faire, je pense que ça pourra nous avancer. D'accord. Donc, professeur Bello, l'État, à travers le ministère, ne ménage aucun effort pour la santé et le bien-être de la population. Nous sommes confiants qu'ils sont là, la population nous suit. Le message, il retrouvera le bon canal pour atteindre le maximum de population, pour leur bien, pour leur apporter la bonne information. C'est aussi notre engagement pour la santé de la population. Et je reviens à Dr. Kende. Comment la peur du diagnostic, le regard social et les croyances influencent la consultation? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Au-delà de tout ce que nous disons, il doit y avoir quand même un mécanisme pour amener les femmes à se faire consulter, même elles-mêmes, à se faire l'autopalpation du sein. Quel mécanisme nous pouvons utiliser aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire? Le premier mécanisme que moi je vois, c'est de faire comprendre aux femmes l'importance d'être en santé. Parce que si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous sommes en santé. Et si je ne suis pas en santé, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, il faut un changement profond de la personne, une transformation profonde de la personne pour que la personne comprenne que la santé, c'est ce bijou-là qu'elle a et qu'elle ne doit pas bouger, blaguer avec ça. C'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est de se dire, il y a des accompagnements qui sont faits. C'est possible de diagnostiquer la maladie rapidement et d'être pris en charge. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Et le troisième mécanisme que moi j'aime des fois, et qu'on me dit que c'est pas bon, c'est de choquer les femmes. Parce que des fois, les femmes se disent que c'est un film. Quand vous venez faire des sensibilisations, c'est dit que oh, ce que vous dites là, il faut dire aux femmes, il faut leur montrer. Maintenant, pour choquer, c'est de faire quoi? De montrer des images, des seins, des femmes et tout. Maintenant, prendre ces femmes-là qui ont traversé la maladie et en faire des champions. Parce que professeur Bello, Dr. Bortier et moi, on peut parler comme on veut, mais le déclin ne sera pas le même si, par exemple, aujourd'hui, on avait une femme qui a traversé le cancer et qui partage son histoire avec les femmes. Ça peut être un déclic, au fait. On te dit tu as un cancer du sein, c'est toi-même, c'est la famille, c'est le boulot, parce qu'au cours du traitement, tu ne peux pas aller au boulot. On te fait la mastectomie, des fois on a fait la mastectomie à une patiente, elle me dit, docteur, quand je marche dans la rue, on me regarde. Vous voyez? Donc, il y a des femmes qui disent que je préfère encore mourir avec ce sein-là au lieu qu'on me coupe ce sein. Donc, quand quelqu'un dit ça, dites à la personne, si la personne est chrétienne, vous lui dites que dans la Bible, c'est écrit, si un membre te cause des problèmes, il faut le couper et avancer. Pour mettre aussi dans nos communications, les leaders religieux. C'est de se dire comment parler intersectionnalité. Nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs acteurs, mais comment faire des programmes avec toutes ces personnes-là dans la BAC et surtout les hommes. Parce que les femmes, la plupart des femmes ne sont pas autonomes. Il faut que le mari débourse de l'argent. Donc, si le mari ne comprend même pas la maladie en soi, ce ne sera pas évident pour lui d'amener sa femme en consultation. La lutte est longue, mais il faut pas désespérer parce que à la fin, quand on voit une femme qui vient précocement et qui s'en sort à la fin du traitement, c'est quand même un sourire que vous revoyez sur les visages des familles, quoi. Je vais vous proposer de suivre le témoignage d'une échappée belle du cancer. Elle a vite réagi, sinon elle aurait succombé à cette maladie. Nous devons tous éviter d'en arriver là. Suivant et on se retrouve après. Cette maladie, moi, je l'ai découverte à une sensibilisation d'Octobre Rose. Je me suis dirigée vers une clinique. Et c'est là, le docteur m'a palpé les seins. On a remarqué qu'on a senti qu'il y a une boule qui est en bas de ma mère. Si tu n'es pas expérimenté, tu ne peux pas savoir vraiment qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, c'est là, il m'a demandé les analyses. Ils ont découvert que vraiment, cette boule, c'est une boule cancéreuse. Quand j'ai appris la nouvelle, vraiment,
ça m'a fait peur. Je suis allée à Tokyo, j'ai suivi la chirurgie. Après la chirurgie, ils m'ont conseillé d'aller faire la chimio. J'ai suivi les conseils de mes médecins, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que je me suis très tôt levée. J'ai adhéré dans une association Femmes sans cancer. Vraiment, le cancer, vraiment, j'ai compris aujourd'hui, je n'ai pas peur. Le cancer, ce n'est pas la fin du monde. Quand on attend cette maladie, ça arrive là, lève-toi, affronte-toi. Et tu seras vivante chez tes enfants, chez ton mari. Quand on commence un peu, bon, c'est vrai qu'il y a les difficultés financières. C'est pas que c'est trop, ce n'est pas trop. Si l'État aujourd'hui peut subventionner la prise en charge de cette maladie, c'est le cancer, pour que les femmes puissent avoir le courage d'aller jusqu'au bout du traitement. Docteur Mboche, quelles sont les complications qui peuvent survenir de ces cancers? Vu les images que nous venons de voir, ces femmes sont arrivées aux complications. Qu'est-ce qui amène à ces complications? Il faut qu'on comprenne un peu comment fonctionne le cancer. Le cancer, ça commence par une cellule. Et cette cellule ne va plus suivre le développement des autres cellules. Donc, jusqu'à un niveau donné, ces cellules vont se regrouper en famille. Et c'est cette famille-là que nous appelons dans notre jargon tumeur. Donc, lorsque ces cellules se retrouvent en famille qualifiées de tumeurs, ces cellules regroupées envoient les cellules filles au niveau d'autres organes. Si la tumeur apparaît au niveau du sein, donc la tumeur au niveau du sein va envoyer les cellules dans les autres parties de l'organisme, comme au niveau du foie, au niveau de l'utérus, au niveau des os, au niveau du cerveau. Donc, du coup, lorsque la maladie qui est au niveau du sein se développe, les autres cellules envoyées au niveau d'autres organes se développent également. Donc, c'est ce que nous appelons dans notre jargon métastase. Ce qui fait que lorsqu'on traite la maladie au niveau du sein, les cellules filles envoyées au niveau d'autres organes vont continuer par se développer. Et ce qui fait que la prise en charge du cancer est compliquée. Donc, la première complication du cancer lorsqu'on ne fait rien, c'est le décès. Et ça n'a rien à voir, c'est le décès, si on ne fait rien. En dehors donc du décès, c'est cette qualité de la vie. Cette qualité de la vie. Parce qu'il faut être en bonne santé pour vaquer à ses occupations. Donc, lorsqu'on est tout le temps malade, on saigne. Quand on prend le cancer du col de l'utérus, la femme ne fait que saigner à tout moment. Et on sait que ce qui saigne, c'est le cancer, alors qu'on ne peut pas l'enlever. Donc, les accompagnants, les parents, les médecins nous sont parfois impuissants. On regarde cette femme-là saigner sans pouvoir arrêter le saignement. Et c'est dans cette situation qu'on peut perdre cette dernière. Pour le sein, vous savez, la femme se retrouve dans son sein. Et le sein a double rôle. C'est ce sein qui nourrit les enfants, les bébés. C'est ce sein qui participe, n'est-ce pas, au plaisir sexuel. Voilà ce sein-là qui se trouve être souffrant. Donc, vous voyez que la qualité de la vie de cette dernière n'est plus au rendez-vous. Donc, cette malade qui souffre de ces cancers va dépérir. Ça, c'est une évolution. Donc, du cancer va dépérir et va en mourir. C'est pourquoi il est quand même important de prendre toutes les dispositions pour ne pas en arriver au stade donc, du cancer. Et même quand on est au stade du cancer, que le diagnostic soit fait tôt. Quand le diagnostic est fait tôt, on traite le cancer et on redonne, n'est-ce pas, cette qualité de vie à cette patiente. Il y a plusieurs traitements combinés qui permettent donc d'augmenter des années à la vie de ces femmes-là. Alors, professeur Bello, vaut mieux ne pas en arriver aux complications. Il faut arriver à transformer une action ponctuelle comme santé des femmes à une activité pérenne. C'est votre souhait, c'est notre souhait aussi. Alors, professeur Otitounou, si vous devez recommander 3 priorités pour réduire la mortalité liée au cancer, quelles seraient ces priorités, professeur? Avant d'arriver à votre question sur les priorités, j'aimerais raconter une petite histoire d'une femme. Il y a 3 ans, qui était venue en consultation en bonne forme pour des crampes aux membres inférieurs. Les crampes, les fourmillements aux membres inférieurs. Et donc, cette femme n'avait aucun facteur de risque de cancer. On fait les examens, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, une inflammation dans le sang.
et on lui demande des examens, en particulier d'aller voir un gynécologue pour qu'on fasse un frottis du col et pour qu'on fasse une mammographie. Un mois plus tard, elle revient. Les crampes ne finissent pas. Montrez-moi vos résultats. Elle me dit, docteur, il faut attendre un peu. Moi, j'aime pas aller m'exposer aux médecins. Et nous, on a reconduit le traitement contre les crampes. Plusieurs mois, 6 mois plus tard, c'est son mari qui appelle pour une urgence. Sa femme n'arrive plus à bien respirer et elle a des douleurs au niveau de la poitrine. On fait une radio au niveau des poumons et de la poitrine et on découvre qu'elle a des trous au niveau des côtes, ce qu'on appelle les métastases. Et donc, c'est un cancer qui vient de quelque part. Et on envisage un scanner du thorax, de l'abdomen et du pelvis. Et nous voilà sur un cancer de l'utérus qui a bien évolué et qui a métastasé. Il n'y a plus rien à faire pour cette femme. Aujourd'hui, elle vit encore à la maison et elle est suivie par les associations de soins en soins palliatifs pour lui donner des médicaments, pour la faire marcher. Et le mari, je vais dire triste, a plusieurs charges maintenant. Élever les enfants, trouver de l'argent pour les médicaments de sa femme et l'amener de temps en temps à l'hôpital pour faire des examens ou pour faire d'autres soins. Voilà l'histoire, ce qui nous arrive souvent. Donc, quand les femmes viennent en consultation et le médecin demande des examens, ce n'est pas pour aller enrichir un confrère. Parce que les gens se disent que quand on demande les examens, c'est payé et puis nous, on partage l'argent. C'est absolument faux. Personne ne fait ça. Donc, j'attire l'attention sur nos téléspectateurs, sur l'intérêt d'aller faire les examens appropriés. Et pour la sensibilisation, la mammographie et le frottis du col cervical à partir de 40 ans au moins, puisque nous observons même des femmes jeunes à 35 ans qui font les cancers. C'est très important. Ces journées, 4 février, c'est très important de sensibiliser, mais il y a Octobre Rose également qui vient. Et nous incitons les associations pour aller œuvrer et faire ces activités-là pour rapprocher les femmes des lieux de sensibilisation et de la santé. Maintenant, pour revenir aux 3 priorités. Première priorité, avoir les données, l'incidence de ces maladies. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça relève du ministère de la Santé. Deuxième priorité, mettre en place des structures de soins qui permettent de prendre en charge ces femmes et également de renforcer la couverture sanitaire universelle pour que chacun puisse bénéficier de ce que l'État met en place pour prendre en charge nos populations. Et maintenant, dernière priorité, sensibiliser, faire changer les comportements de nos populations. C'est difficile à faire puisque les croyances sont là. La peur aussi est là. Et nous, personnel de santé, nous ne devons pas croiser les bras. Et vous, personnel des médias, c'est votre rôle de venir en aide pour que nous soyons des binômes pour aller sur le terrain et parler à nos populations. Et pour ça, je vous félicite encore une fois de ce que vous faites pour faire passer l'information. Merci beaucoup, professeur Bello. Le message il est bien passé. C'est vrai, depuis novembre 2024 a eu lieu la cérémonie de pose de première pierre pour la construction d'un centre national de prise en charge du cancer et nous sommes confiants
que dans un futur très proche, ce centre sera opérationnel pour la santé et le bien-être de la population. Je viens à Dr Omboche. Dr Omboche, professeur Bello vient de nous exposer un cas typique d'un cancer métastasé. Et nous sommes sûrs que cette dame, si elle avait fait un diagnostic précoce de son cancer, elle n'en arriverait pas là. Pourquoi le dépistage précoce est une urgence aujourd'hui? Oui, ça constitue une urgence parce que ce sont des décès qu'on continue par enregistrer, des décès évitables. Quand nous prenons le cancer du col de l'utérus, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a fait tout pour disponibiliser, n'est-ce pas, le vaccin. Et la population se retrouve très réticente à aller se faire vacciner ou à faire vacciner des enfants. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment bien compris le bien fondé de la chose. Donc, les dispositions sont déjà prises pour éviter à nos jeunes filles de développer à la longue le cancer du col de l'utérus. Pourquoi c'est également des décès évitables? C'est que les programmes qui sont déroulés de part et d'autre devraient conscientiser, n'est-ce pas, la population pour les amener à bénéficier donc des services de dépistage. Quand nous prenons le cancer du col de l'utérus, nous avons plusieurs stratégies de dépistage. Le frottis cervico-utérin qui est réalisé chez la femme. Quand ce frottis est normal, il est programmé 3 ans plus tard à réaliser encore un autre frottis. Si une femme s'organise, ce n'est pas le coût du frottis qui dépassera, n'est-ce pas, cette femme-là. La deuxième technique de dépistage, c'est l'inspection visuelle à l'acide acétique. Et là, ça ne coûte même pas cher, puisque c'est couplé même à l'examen gynécologique. Et c'est pourquoi des fois c'est embêtant que quand une femme se retrouve en consultation gynéco, qu'elle refuse qu'on l'examine, qu'elle refuse qu'on apprécie, qu'on regarde, n'est-ce pas, l'état de son col. Alors que c'est pas cet examen qu'on pourra peut-être savoir s'il y a quelque chose d'anormal ou pas. Donc, c'est deuxième erreur qui fait que on continue pas à enregistrer donc des cas élevés de ces cancers. Puisque lorsqu'on dépiste, on trouve la lésion précancéreuse, on traite la lésion pour éviter l'évolution vers le cancer du col de l'utérus. Quand nous prenons donc les seins, en dehors d'Octobre Rose, où nous avons tendance d'assister à plusieurs du bruit, le cancer n'attend pas octobre pour arriver. Le cancer, c'est à tout moment. Donc, tous les mois devaient être des octobre roses, si je peux le dire ainsi. Et donc, tous les mois devaient être des mois de sensibilisation. Ce mois-là, vraiment, soit consacré aux activités, sur la sensibilisation, sur le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses ou du cancer à l'étape infraclinique. Et c'est par ces moyens qu'on pourra diminuer, n'est-ce pas, l'incidence des cancers. L'autre chose, c'est des campagnes organisées. Il faut qu'on puisse être dans une logique des campagnes organisées. Nous sommes dans un monde qui est dynamique. On ne peut plus, en tant que prestataire, on ne peut plus rester au bureau attendre les malades. Il faut qu'on sorte pour aller vers les malades. Et donc, c'est pourquoi ces genres d'activités organisées par l'association EAO sont des activités à saluer. Il ne faut pas que ça soit une activité ponctuelle. Il y a seulement, nous sommes au grand marché ici, il y a d'autres marchés. On peut peut-être multiplier ces actions dans tous les marchés. Pourquoi faire ça de façon ponctuelle? On pouvait peut-être avoir une clinique mobile ici qui soit là pour que les femmes, après avoir vendu leurs marchandises, qu'elles viennent peut-être se faire dépister. Ça, c'est aussi une stratégie qui permettra de sensibiliser et de rapprocher les services des communautés. Et ceci va contribuer à réduire efficacement les cas de cancer que nous continuons par enregistrer. Il y a certains services dans des grands centres. Quand vous faites un tour, sincèrement, c'est là où on prend conscience. Et c'est pourquoi, lors de ces informations, il est important de faire passer les images. Les images parlent mieux. Lorsqu'on voit et que c'est ça peut-être sur une sœur, ça interpelle. Et les actions donc de sensibilisation doivent être soutenues. Il faut qu'on réglemente aussi les TikTok, par exemple, parce qu'il y a trop de vendeurs d'illusions. Et on a l'impression que les gens écoutent plus ces vendeurs d'illusions que les vraies informations. Donc, il faut qu'on réglemente le passage donc, de ces vendeurs d'illusions. Et quand on réglemente, il faut que les acteurs qui véhiculent les vraies informations puissent prendre le relais et donner l'information la bonne. Il faut aussi noter que le changement de comportement d'un individu évolue petitement. On peut donner l'information aujourd'hui à un individu qui peut changer son comportement demain. Mais d'autres, on donne l'information, il se dit qu'il n'est pas concerné. Mais ce n'est pas une raison pour que celui qui donne l'information arrête de donner l'information. Il faut continuer par donner l'information
jusqu'à ce que ce dernier puisse changer de comportement et adhérer à ce qui est prévu pour la bonne santé de la population. Merci beaucoup, Dr Mboche. Chacun doit s'engager alors pour la santé de la femme, pour la lutte contre le cancer de la femme. C'est dans cette optique que IAO a choisi de venir au cœur du marché d'Adaolato pour sensibiliser ces femmes. Et, professeur Bello, je suis sûre que vous avez un message, un dernier message à adresser à la population et à toutes ces femmes d'Assigam. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette activité que vous avez montée. Et j'espère que l'année suivante, on verra encore plus grand que ça. Mon message à donner, d'abord, c'est vers nous, les acteurs de santé. Il faudra que chacun, quelle que soit sa spécialité, lorsqu'il voit une femme venir en consultation pour une autre maladie qui n'est pas le cancer, puisse en 2-3 minutes sensibiliser cette femme-là qui vient en consultation. C'est très important. Je donne comme exemple une femme qui vient en consultation, qui est vraiment en forme. C'est déjà, l'obésité est un facteur de risque. Elle vient pour une maladie comme les maux de tête. Et avec diplomatie, aller lui parler de son état de santé, de l'obésité et de toutes les complications que ça peut amener et l'amener à adopter des comportements qui puissent la faire réduire son poids et donc la sortir du risque de faire du cancer. Et également aux acteurs régionaux. Les acteurs régionaux doivent prendre en compte toute cette activité-là que nous menons. Et je remercie les agents de santé communautaire qui prennent le relais de tout ce que nous faisons. Et pour parler aux femmes, ce sont ces agents de santé communautaire qui vont nous aider à faire changer les comportements. C'est eux qui connaissent nos communautés. Et c'est très important. Maintenant, mon adresse à l'endroit de nos sœurs, de nos femmes, de nos mamans, de nos grands-mamans, c'est très important que nous ayons quand même cette culture-là de réserver un peu de ressources financières à la fin de chaque année pour un bilan de santé, pour savoir quel est notre état de santé et aller vers un médecin pour se faire examiner, même si nous ne sommes pas malades. Et c'est très important. Et c'est ce médecin-là qui va vous examiner cliniquement, qui va demander quelques examens et qui va vous donner des conseils. C'est très important que nous fassions ça. Bien, l'autre recommandation, c'est vers les associations. Il faut que nos associations s'organisent très bien. Et ce que vous faites, je vous félicite. Mais nous devons avoir des plans stratégiques, des plans d'action. Et vous devez mobiliser des ressources pour pouvoir faire ces activités-là. Ce n'est pas à l'État seulement d'aller faire ces activités. C'est la société civile d'accompagner l'État et de vous organiser, de rechercher les ressources et de faire ces activités. À nos femmes qui nous regardent, je vais vous dire bonne santé, mais également prenez en compte tout ce que nous venons de dire pour changer vos comportements. Parlez à vos filles qui viennent de naître, qui grandissent sur les facteurs de risque des cancers et la nécessité de les éduquer pour les épargner des rapports sexuels précoces. Et c'est très important. La vaccination que l'État a mise en œuvre, ce n'est pas pour vous tuer. Quel est l'État qui va tuer sa population? Quel est l'État?
puisque c'est cette population-là qui va faire grandir économiquement l'État pour que cet État réalise ses activités. Donc, de grâce, lorsque nous allons vers vous pour faire vacciner vos enfants, je pense que cette peur-là que vous avez, que cette peur tombe. C'est très important parce que nous félicitons l'État d'avoir mené cette politique-là qui permet d'avoir des moyens pour aller vacciner nos enfants. Et c'est très important. Merci, professeur Bello, pour ces précieux mots, docteur Kenyen. Nous sommes à la fin de notre plateau. Alors, quel est ce dernier mot que vous voulez adresser à tous ceux qui nous regardent? D'accord. Déjà, je vais remercier encore la TVT pour toutes les actions que vous menez, remercier l'association IAO, remercier la TBF, remercier professeur Bello et docteur Borchi. Maintenant, pour mes sœurs, mes mamans, mes petites sœurs, prenez votre santé au sérieux. Que ce que nous avons dit tout au long de cette émission n'entre pas dans cette oreille et ressorte ici. Et soyez le relais de l'information. Vous avez écouté, allez et dites ça aux autres femmes. Soyez des rôles modèles dans votre communauté. Et comme le professeur l'a dit, on va vraiment mettre sur pied des stratégies d'action pour que ces actions-là ne soient pas des actions ponctuelles, mais que ce soit des actions réplicables et durables. Et merci encore. Merci bien, docteur Kenyen. Merci à vous, chers invités. Je rappelle que nous étions avec professeur Mofo Bello. Il est neurologue, responsable du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Nous avons partagé de belles informations également avec Dr. Ingrid Kenyetenge, elle est gynécologue obstétricienne. Ndo mo na simi heyu dede ne togo halayo le symbole. Bada lab me sondo, bada lab me fait, et quoi évoluer la test de dépistage pour le cancer. Nena, ebe pin, pegana, donc, pega pudon ungu long, c'est, wakoko, pas ando kui long, unwe nono kone bronang labotane, et ya, se bodom suwe bodoma suwe, e dane bodom suwe, e quoi long ou le docteur, ne, comme c'est pas yam, monyon. Ba njale we ndakunya hela ngubrile mndu soye ya nzing no nsinda ndakunya hela mpas ndak chamie bene nwen lakene no bode chamie ya pesang wulurokoto wulurokoto ne papa momozing ba no na be ba momozing role ba no le pia nyanyo donc njawa bere de ene lidie ngubu docteur de lidie mazo efene ba onjoko mais ngubulo ngoyo. Peut-être voilà que chirurgie peut-être il y a parfois même ça on n'a même pas besoin de chirurgie. Donc ma menze c'est aujourd'hui je vais très bien parce que mangoya cancer be et dolé liantia ne ma gbona mi ato to gunyo wa ma gbombe et mitite et nous ne bakwem ne mi sebe octobre rose alobe me kwa be clinique de le be no mi ani parce que ne yike chite o a nyem sentir de ko nyom le le a nyem le sentir de barwa bulo le no mi voa ke mtite kondia autant oya onya je vous tout le nomi donc a ko le po nya be le ke kwa e vo ke mtite a mule nyori amero chan va o mtite ka bo voa ko va kondia o le sesere ke no a ma mui association femmes sans cancer o le donc a wa we perintinye le conseil ku mo ke me donc am le de ku to mi gouvernement bobe ne pa wonde na prise en charge abenya ne gamea ne edohele wo nyonde amaso wulao ameke omdo inamo wari mem ko omdo inamdo anyonde o chan kunene nya gadodo e hom dagbe. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce plateau. Il est important de rappeler qu'aujourd'hui que le cancer ne doit plus décimer nos mamans. Le cancer ne doit plus décimer nos femmes. Le cancer ne doit plus décimer nos filles. Chaque femme, chaque fille a ses 10 doigts qui peuvent nous permettre de lutter efficacement contre le cancer du sein. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à Sortez d'abord. Je vous retrouve mardi prochain avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.